Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes aujourd'hui à Presnes, dans le Val d'Oise. Nous sommes à la fête de lutte ouvrière. La personnalité que nous allons recevoir est une personnalité politique. Que l'on soit d'accord ou non avec ses idées, en tout cas, une chose est sûre, elle a marqué l'histoire de la Ve République. 6 fois candidate aux élections présidentielles, c'est un record, mais également la première femme à s'être présentée à cette élection, c'était en 1974. On la retrouve tout de suite au cœur de cette fête. Un verre avec Arlette Laguillet, suivez-moi. Arlette Laguillet, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui. Alors première question, comme toujours dans cette émission, pourquoi avoir choisi ce lieu aujourd'hui ? M'aviez dit autour d'un verre. Et chaque année, j'ai l'habitude à la fête de lutte ouvrière de boire mon petit verre de champagne, puisque mes camarades de Reims nous amènent du bon champagne pendant la fête. Voilà, donc c'était l'idée de un peu de faire comme chaque année, quoi. Alors cette fête justement, elle a lieu chaque année ici. Depuis combien de temps elle existe et qu'est-ce qui se passe exactement pendant ces 3 jours de fête ? Alors elle existe, je crois que c'est la 46e fête. Elle a eu lieu dans d'autres endroits, mais toujours dans le Val d'Oise. Mais donc oui, c'est depuis 1971, vous voyez, ça commence à faire. Ce qu'on y fait pendant ces 3 jours, c'est plein de choses. D'abord, c'est une fête qui est aussi un grand rassemblement politique, au sens où nous recevons des camarades de toutes les régions, y compris des camarades qui partagent nos idées dans d'autres pays, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, la Turquie, les ex-colonies françaises, etc. Enfin, vous voyez, c'est très large. Et donc, il y a énormément de débats autour de ces groupes, des forums de discussion. Il y a beaucoup de groupes aussi d'orchestres et de chanteurs, de chanteuses, d'humoristes qui viennent se produire. Et on y mange pas mal, parce qu'il y a un peu des spécialités de toutes les régions, forcément. Même d'Afrique, des Antilles, enfin bon, il y a beaucoup de choix. Il y a surtout une ambiance fraternelle de discussion, et puis aussi d'être très content de se retrouver, parce qu'il y a des camarades que j'ai peut-être vus à des congrès, à des réunions comme ça, mais que je retrouve avec plaisir dans cette fête. Moi, ce qui m'a étonné, parce qu'on est arrivé donc tout à l'heure, on est là depuis un petit moment, c'est la jeunesse. Il y a énormément de jeunes ici. Comment on peut expliquer ça ? D'abord, je crois que la jeunesse est assez mobilisée en plus cette année contre la loi El Khomri. D'une part, ça joue certainement sur le nombre de jeunes qui sont venus. Et puis en plus, contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même une minorité de la jeunesse qui s'intéresse à la politique et qui partage les idées communistes révolutionnaires, trotskistes que nous défendons. Alors justement, on va revenir sur tout ça, on va revenir aussi sur cette loi El Khomri, on parlera un peu de l'actualité. Avant ça, je voudrais qu'on revienne sur vous, sur votre parcours, sur votre jeunesse pour commencer. Donc vous êtes né au Lilas, dans le 93, vous avez grandi là-bas, vous avez écrit des livres d'ailleurs à ce propos. Donc c'était une famille ouvrière. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre jeunesse ? Je rectifie un tout petit peu parce que je suis née à Paris en réalité. Pardon, c'est vrai. Mais non, c'est une erreur dans le livre que j'ai écrit. Mais en fait, bien sûr, à 8 jours, j'étais au Lilas parce que mes parents habitaient les Lilas. Donc, mais bon, c'est une petite rectification qui n'a pas d'importance. Vous avez grandi au Lilas. Voilà, j'ai grandi au Lilas. Oui, dans une famille ouvrière, au sens où mon père, qui avant la guerre était employé dans une compagnie d'assurance, est rentré malade de captivité et a jamais vraiment retrouvé des boulots très stables. Il a fait beaucoup de boulots, il a fait beaucoup de périodes de chômage. Donc on n'avait quasiment pas d'argent à la maison. J'avais 2 frères et ma mère ne travaillait pas. Elle était malade une grande partie de sa vie. Donc vous voyez, je ne vais pas jouer Germinal, mais on était pauvres. On était pauvres avec tout ce que ça implique. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir une jeunesse quand même assez heureuse, à part ce manque d'argent qui mine quand même dans une famille, parce que y avait des livres, mon père était assez cultivé, donc et puis j'avais plein de copines et de copains dans le quartier. Et on discutait beaucoup ensemble, on se faisait des petites scènes de théâtre dans le jardin de notre HLM, etc. Enfin, il y avait toute une vie de quartier qui aidait à tenir, parce que finalement,
à part un par-ci par-là, on était tous un peu logés à la même enseigne dans ce quartier. C'est marrant quand vous parlez parce que je retrouve vraiment ce que j'ai lu dans le livre. Vous expliquez dans ce premier livre qui était en 1974, où vous expliquez toute cette vie dans la Cité des Lilas. Vous venez de me dire que vous lisiez beaucoup. Quel élève vous étiez à l'école ? Je crois que j'étais bonne élève, si je vois les prix que j'ai encore chez moi dans ma bibliothèque. J'aimais pas trop les maths, par contre le français j'étais bonne. Enfin bon, il y a un certain nombre de matières où ça allait bien. Donc oui, j'ai retrouvé des petites notes de mes professeurs. Enfin, il semble que j'étais plutôt une bonne élève. Ouais. À 16 ans, on est en 1956, c'est là où vous commencez à militer, à vous intéresser au militantisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Est-ce que c'est les événements peut-être de l'époque ? C'est la guerre d'Algérie. Je suis comme beaucoup de jeunes, et en particulier les garçons qui n'ont pas envie d'y partir, mes copains et tout ça. Donc on est tous très sensibilisés à cette question et on prend parti, nous, cette petite bande de jeunes, pour l'indépendance du peuple algérien. Donc ça nous fait, plutôt que militer, parce que je ne vais pas dire qu'on militait vraiment, mais on avait des discussions passionnées dans les cafés des Lilas quand on se retrouvait à jouer au baby-foot aussi, faut pas croire. Mais voilà, donc, et j'avais seulement 20 ans quand là, j'ai commencé vraiment à faire de la politique, quoi. D'abord au Parti Socialiste Unifié et ensuite très rapidement à Voix Ouvrière, qui a été dissoute en 1968 après les événements comme bon nombre d'organisations communistes révolutionnaires, trotskistes, maoïstes. Et là, après, je suis devenue quand même une des figures de lutte ouvrière, quoi. Avant les élections, en 69, je suis rentrée à la direction de lutte ouvrière. Vous travaillez à cette époque, vous travaillez au Crédit Lyonnais, vous étiez mécanographe. Qu'est-ce que c'est ce mécanographe ? On ne connaît pas tellement ce terme. Oui, vous savez, j'étais en agence d'abord. Après au siège, j'étais surtout dactylo. Mécanographe, c'est quand on peut dire ça quand on traite les chèques. Ça n'existe plus quasiment. D'abord, ça a été sous-traité, et puis voilà. Mais j'ai surtout été plus dactylo, puis employé, quoi. Et donc la création de ce parti lutte ouvrière, donc en 1968, c'est les événements, vous le dites, qui vous avaient donné envie de... D'ailleurs, ces événements, vous les avez vécus comment ? Vous étiez un peu dans la rue ? J'étais dans la rue, oui, comme un peu tous les jeunes quand même à l'époque. Et puis surtout, on était en grève dans mon entreprise, au Crédit Lyonnais, quoi. Donc on avait tout le temps nécessaire pour rejoindre les étudiants qui manifestaient, faire toutes les manifestations possibles. Non, je l'ai vécu de façon très active. Et en particulier, tous les matins, on se retrouvait dans la porte du Crédit Lyonnais pour discuter et voir ce qu'on allait faire, si on allait rejoindre certaines manifestations ou pas, donner des tracts, des journaux dans la rue, susciter des discussions. Ça discutait facilement, quoi. Il suffisait de se mettre à la bouche de métro pour qu'il y ait tout de suite un attroupement pour discuter. Oui, j'ai vécu ça de façon très active. Alors on a obtenu des choses, augmentation du SMIC à l'époque, des droits syndicaux dans les entreprises, mais on espérait que ça irait beaucoup plus loin, quoi, nous la jeunesse en tout cas. Justement, quand vous avez donc contribué à la création de ce parti, ce que vous défendiez à l'époque, c'était vraiment la protection des salaires, la protection des travailleurs. Pourquoi, je pense notamment par exemple au Parti communiste français de Georges Marchais, pourquoi à l'époque vous avez choisi de créer lutte ouvrière avec d'autres camarades et pas rejoindre par exemple Georges Marchais ? Écoutez, quand même j'avais rapidement évolué sur le PC. D'abord en 1956 il y a eu les conseils ouvriers en Hongrie et les troupes russes qui sont rentrées et là ça m'a fait tout de suite reculer, je me suis posé plein de questions et c'est finalement quand j'ai rencontré à l'âge de 20 ans des camarades trotskistes qui m'ont expliqué ce qui se passait en URSS, que c'était pas du tout le communisme, que le stalinisme c'était l'inverse finalement de cette société communiste pour lesquelles les bolcheviks et d'autres s'étaient battus. D'un seul coup, mes yeux se sont ouverts, je me suis dit on peut être communiste, c'est-à-dire vouloir que le monde aille mieux, en particulier pour les plus pauvres, les plus démunis, pour les travailleurs, sans être au PC, et au contraire en critiquant le stalinisme. À partir de là, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la révolution russe, sur les écrits de Trotsky en particulier, et voilà, donc
je m'estimais communiste, mais communiste trotskiste, c'est-à-dire à la différence du PC, quoi, qui combattait de façon très virulente les trotskistes. On a eu des soucis, on ne pouvait pas distribuer des tracts devant les entreprises au nom de Voix ouvrière à l'époque, organisation trotskiste, sans se faire casser la figure. Voilà, donc, parce qu'on nous traitait d'hitléro-trotskistes, etc. Donc vous voyez, j'ai vécu toute cette période-là et ça m'a complètement détaché de toute façon de la ligne stalinienne du PC. Alors depuis, le PC, bien sûr, lui-même est revenu sur beaucoup de choses. Heureusement, il était temps. Mais il y a quand même tout ce passé qui a fait que pour moi, c'était évident que ce n'était pas le PC qui nous mènerait à la révolution, au renversement de la bourgeoisie. Justement, cette notion de communisme, elle est assez difficile finalement à expliquer. Moi, personnellement, j'ai vécu en Bulgarie. Ça a été très dur là-bas de leur expliquer ce qu'était le communisme en France, l'idée du communisme en France comparée au communisme qu'eux ont connu. Comment vous définiriez, je sais que vous avez écrit un livre, je crois que c'était votre dernier, en début des années 2000, qui s'appelait Mon communisme. Comment vous définiriez simplement votre communisme ? Pour moi, simplement, ça voudrait dire que tous les moyens de production, toute la production industrielle, tout ce qui se fait et qui sont faits par les travailleurs, soit dirigé, que la société, les entreprises soient dirigées par les travailleurs et pas par cette minorité de capitalistes qui, à mon avis d'ailleurs, est en train d'emmener la société dans le mur actuellement. Donc voilà, et à partir de là, d'essayer d'organiser une société où tout le monde puisse manger à sa faim, parce que je ne vois pas le communisme comme le communisme en France, point barre. Je vois le communisme à l'échelle non seulement de l'Europe, mais du monde. Donc moi je me dis qu'une société communiste à l'échelle du monde, où on partagerait effectivement tout ce qui est bien dans cette société, où on modifierait sans doute d'ailleurs les conditions de travail, on pourrait inventer des tas de solutions. Même aujourd'hui, si vous voulez, nous on dit qu'il faut partager le travail, le temps de travail, pour que tout le monde ait un emploi, et on sera bien content, contrairement à ceux qui veulent nous faire revenir aux 40, aux 46 heures, aux 60 heures, au contraire de pouvoir faire autre chose de notre vie que seulement travailler. Vous voyez, c'est toute cette conception vraiment d'une autre société organisée différemment et avec une planification peut-être à l'échelon mondial d'ailleurs. Enfin, on pourra en discuter pendant des heures parce que c'est quand même notre programme, même si aujourd'hui les gens pensent qu'on est des utopistes, qu'on ne changera jamais la société, qu'il y aura toujours des riches et des pauvres, que c'est toujours les mêmes qui dirigeront. Nous, on pense que non, et on pense que la classe ouvrière, elle peut avoir la force de changer vraiment le monde. En tout cas, vous vous êtes battu pendant toute votre vie pour défendre cette cause, la cause de la classe ouvrière. Et je voudrais revenir à cette année 1974, c'était la première fois que vous vous présentiez aux élections. Alors attention, vous vous êtes présenté 6 fois aux élections, ce qui est un record en France. Et cette année 1974, comment ça s'est passé déjà en tant que femme ? Parce que vous étiez la première femme à déposer une candidature pour les présidentielles. Est-ce que c'était pas un petit peu difficile dans ce monde très masculin finalement ? On avait envie de présenter une femme parce que justement, on n'était pas seulement un mouvement communiste, c'était aussi un mouvement qui était pour l'égalité des hommes et des femmes. Et donc ça nous paraissait bien qu'une femme puisse nous représenter. À partir de là, il y avait 2 camarades, moi et une autre camarade qui étaient d'accord pour le faire. Et puis finalement on a discuté et c'est moi qui ai été choisie, mais ça aurait pu être d'autres militantes, voilà. Et vous avez vu qu'on a perpétué ça avec la candidature de Nathalie Arthaud en 2012 et d'ailleurs elle se représentera en 2017. C'est toujours des femmes. C'est toujours des femmes. Et c'est vrai que là aussi on aurait pu, quand on a décidé de changer de porte-parole, de rajeunir en quelque sorte, parce que moi j'ai 76 ans, mais j'allais dire j'ai 76 ans. Et donc je trouve que c'est bien qu'on ait préparé l'avenir en faisant qu'une jeune femme s'y mette à son tour. Mais en même temps, on peut penser, rien n'est fermé, ça peut être un homme finalement plus tard. Tout à fait. Même on aurait pu décider, on a quand même des jeunes camarades qui ont des responsabilités dans les entreprises au niveau syndical et qui mènent des luttes et qui pourraient très bien
être candidat, c'est pas bon. Mais on a été au congrès, on a décidé finalement que c'était Nathalie. Il n'y a pas eu de camarades pour dire non, il vaudrait mieux un homme, parce que on a envie de ça. Et vous savez, quand on voit comment aujourd'hui même les femmes sont traitées sur le plan politique, on est très content finalement de notre choix. Revenir à cette première élection en 1974, donc on parlait du regard par rapport au fait que vous étiez une femme. Mais autre chose qui est important, c'est que vous travaillez encore, vous n'avez jamais arrêté de travailler, vous étiez employé au Crédit Lyonnais. Est-ce que c'est vrai que vous posiez des congés sans solde pendant les élections ? Oui, bien sûr, parce que c'est difficile de mener tout de front. Enfin, on ne peut pas mener une campagne électorale sans être au moins pendant 2-3 mois libre de son temps. Oui, je l'ai fait et je ne savais pas si on me l'accorderait et ça m'a été accordé sans problème. Donc je l'ai refait à chaque élection. De toute façon, je ne visais pas une carrière au Crédit Lyonnais. Ça a peut-être un peu bougé maintenant, mais à l'époque, c'était pas la peine de compter sur un avancement quand vous étiez militante ou militant syndical. Du coup, vous êtes présenté donc 6 fois, on le disait tout à l'heure, ce qui est un record. Est-ce que c'est une fierté aujourd'hui de se dire que finalement, ça restera historique ? Parce que pour qu'il y ait 6 candidatures à une élection, ça risque pas d'arriver tout de suite. Ça, je ne sais pas. Le record sera peut-être battu. On a le temps. On a le temps. Mais non, ma fierté, c'est plus avoir eu le courage de me présenter en 1974 pour la première fois, parce que ça, c'était pas évident. C'est quand même angoissant de dire on va s'affronter aux médias, qu'est-ce que je vais être capable de faire, etc. Donc c'est plus ça que le fait de m'être présenté 6 fois qui reste pour moi un événement quand même. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas quelque chose qui a changé ma vie en plus, bien sûr. Bon, donc c'est plutôt la première élection que la dernière où, je dois le dire, la dernière elle a été dure quand même pour moi, ouais, parce que on n'a pas la même énergie physique forcément à 30 ans qu'à 60 ou à 70, voilà. Je voudrais revenir aussi sur une phrase culte, qu'on pense souvent à vous quand on entend ça, c'était le fameux travailleur-travailleuse que vous disiez à chaque fois à l'ouverture de vos meetings. Est-ce que vous l'avez choisi par hasard ? Comment c'est venu l'idée de commencer tous vos meetings par cette phrase et pas faire un peu comme tout le monde, chers compatriotes, etc. Ça, c'était quand même un choix politique, pas seulement de moi, mais de mon organisation, parce que justement, nous, on pense qu'il y a des classes, qu'il y a une lutte de classes dans la société, et que si on dit chers concitoyens, ou chers patriotes, ou chers je sais pas quoi, on mélange tout le monde. Le patron du CAC 40 avec l'ouvrier à la chaîne. Donc nous, on voulait vraiment représenter, c'est ce qu'on cherche toujours à faire d'ailleurs, les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Une autre chose par rapport à l'humour, ça c'est une question que j'aime bien poser justement avec des personnes qui étaient investies dans une vie politique. Comment est-ce que ça vous a marqué, par exemple, je pense au Guignol de l'info, des choses comme ça, quand ils vous caricaturaient, est-ce que ça vous faisait rire ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a pas fait rire ? Ça dépendait. D'accord. Des fois, c'était vraiment une caricature marrante, puis des fois, il y avait un petit fond politique que j'appréciais pas. Essayer de me faire passer pour quelqu'un de très riche à une époque, je ne sais plus à propos de quoi, et ça, j'ai pas très bien accepté. Voilà, ça dépendait, quoi. Bon, enfin, je sais pas moi qu'aurait été protester parce que je reconnais le droit à l'humour, bien sûr, et le droit à la liberté d'expression, évidemment. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre rôle. J'imagine que vous êtes toujours investi, la preuve, vous êtes là au sein de Lutte ouvrière. Ça consiste à quoi, votre investissement aujourd'hui ? D'abord d'essayer de transmettre aux plus jeunes, et je travaille beaucoup avec Nathalie. Elle n'a pas forcément besoin de moi, mais on est assez amis et on discute de beaucoup de choses ensemble. Et puis je m'occupe plus qu'avant du journal Lutte ouvrière, quoi. Disons qu'avant j'avais pas trop le temps, maintenant je m'en occupe pas mal au niveau des articles, d'être présente au comité de rédaction et tout ça, quoi. C'est-à-dire que oui, ça me plaît bien en plus de faire ça. Voilà. Le journal, il est mensuel, on peut le trouver tous les mois ? Il est quotidien, hélas. Tous les jours, ah oui, c'est du travail. Non. Il est hebdomadaire, et on a une revue mensuelle, Lutte de classe, voilà.
Là, c'est une idée qui me vient comme ça. J'entends de la musique ici et j'ai vu qu'ici, tous les soirs à 21h, il y avait la chanson L'Internationale. C'est une chanson que tout le monde connaît. Ça a été c'est aussi l'emblème de lutte ouvrière. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Parce que d'abord, c'est quand même une chanson traditionnelle du mouvement ouvrier. Hein, et de ce point de vue-là, nous, on ne renie pas ça. En plus, c'est quand même une chanson internationaliste, est-ce qu'on est ? Hein, avec certains couplets d'ailleurs qui dans certaines périodes sont plus ou moins censurés quand il s'agit de fusiller les généraux par exemple. Non, mais pour nous c'est vraiment la chanson traditionnelle du mouvement ouvrier, du mouvement communiste non trahi, hein, en quelque sorte. Voilà. Allez, on va parler un petit peu de l'actualité, même si elle n'est pas toujours très, très heureuse actuellement. Je voudrais un petit peu avoir votre avis sur tout ce qui se passe. Par exemple, ce mouvement, en ce moment, à Paris et dans plein de grandes villes en France, Nuit debout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes allé vous-même, place de la République, les voir ? Non, je suis passée parce que j'habite la région parisienne. J'ai déjà vu en passant. Mais vous savez, Nuit debout, ils voulaient pas ils sont contre les partis politiques. Et on ne fait pas exception parce que nous, on a nos idées, on est très organisés, on les défend et voilà, on ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent, quoi. Nuit debout ne se réclame pas du communisme ou de... Bon, donc ils cherchent d'autres voies, je ne sais pas trop lesquelles, j'avoue, un peu souverainiste, un peu anti-Europe, enfin il y a un peu tout un tas de courants. Je crois qu'on n'est pas bienvenue à Nuit debout, enfin en tant qu'organisation politique. Ça ne veut pas dire que mes camarades n'y vont pas. Il n'y a aucune interdiction, en tout cas de notre part, et ceux qui y vont, et certains y vont d'ailleurs, ne serait-ce que pour comprendre, se rendre compte de ce que c'est, quoi. Voilà, moi, des gens comme Lordon, comme Ruffin, c'est pas des gens qui partagent vraiment nos idées. Voilà, ils peuvent avoir on peut avoir des similitudes sur certaines choses, ils peuvent soutenir certaines causes, je sais pas, les migrants, mettons, comme nous, etc. Mais leurs opinions politiques sont pas les nôtres. Donc voilà, c'est... Bon, je ne sais pas trop ce que ça deviendra d'ailleurs, parce que ça devient aussi une appellation dans les villes où des fois c'est même, j'ai vu dans certaines petites villes, c'est même plutôt la CGT, voire le PC qui l'organise. Vous voyez, ça devient une espèce de référence au mouvement. Hein, voilà. Je pense que certains essayent de s'approprier la chose, d'autres essayent de la rejeter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent une révolte là-dedans, les gens qu'on en marre. Même des gens qui font des comparatifs avec mai 68 par exemple. Finalement cette idée de révolte, ça veut dire que quelque chose ne va pas, vous ne pensez pas ? Ça je crois que oui, tout le monde le sent. La popularité d'Hollande à elle seule montre que vraiment les gens de la classe ouvrière, les gens de gauche plus largement, ne sont pas contents du tout de la situation. Donc là-dedans, à Nuit debout, il y a des gens qui cherchent, mais nous on a trouvé ce qu'on voulait faire. On veut faire un parti ouvrier, communiste révolutionnaire, où les intellectuels sont les bienvenus. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans notre organisation, c'est pas un problème ça. Hein. D'ailleurs, à ce propos-là, on peut toujours rappeler que Marx, Lénine, c'était pas des ouvriers, hein, Trotsky non plus, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quel rôle on attribue à la classe ouvrière dans cette société, quel rôle on reconnaît à la lutte de classe. Voilà, c'est tout ça. Donc nous, notre ligne, elle est claire. Mais Nuit debout, c'est qui, c'est quoi, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que ça va devenir, je ne sais pas. Vous savez, nos camarades espagnols, ils ont eu un peu l'expérience des indignés. Et ils ont participé à tout, sauf que quand vous étiez dans une manif des indignés, il ne fallait pas porter de banderole politique. Eh bien, c'est pas juste. Vous voyez, nous, on n'est pas pour la politisme. On ne pense pas que c'est parce que les politiciens de gouvernement sont pourris que c'est fichu pour la politique et que les travailleurs, surtout,
Au contraire, ils doivent avoir leur propre politique. Autrement, c'est toujours les partis de la bourgeoisie qui voudront les représenter et ça sera à leur détriment. Donc cette ligne, on la défend dans tous les endroits où on peut. Alors on est dans toutes les manifs, bien sûr, depuis le début, mais nous, on ne cherche pas une troisième ou une quatrième voie. On a notre voie, celle qu'on veut voir aboutir. Alors on est pour l'instant un petit parti, mais on essaye de grandir. Voilà, c'est pour ça qu'on sera présent et aux présidentielles et bien sûr aux législatives qui suivront. Une dernière chose concernant l'actualité, les événements qui ont marqué la France et le monde entier l'année dernière. Je pense à Charlie Hebdo en janvier et les événements tragiques du 13 novembre aussi à Paris. Quel effet ça vous a fait? Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris cette horreur en fait? D'abord Charlie, ça a été terrible parce que même si on ne les fréquentait pas forcément, on avait l'impression que c'était tous des copains quand même. Hein. Et on avait aussi grandi politiquement avec eux, avec Volinsky, même avec Charb qui était plus récent, etc. Alors eux aussi, on pouvait ne pas toujours partager, mais pour moi, ça a été très dur. Ouais, vraiment très dur parce que là, c'était comme si un peu une partie de notre vie militante en quelque sorte, même s'ils se réclamaient d'aucun parti. Hein, je ne veux pas chercher du tout à les assimiler. Mais ce vent de révolte qu'il y avait dans leurs dessins, dans leurs écrits, c'était un peu comme des amis, des frères qui partaient, quoi, vous voyez. Moi, j'étais très touchée par Charlie. Alors après, le Bataclan, la belle équipe, la bonne bière, tout ça, ce sont des bars qu'on connaît et tout, c'est terrible aussi. Mais vous savez, ça nous donne encore plus envie d'offrir une autre solution à la société. Et c'est dramatique quand on voit ces jeunes de cité. Alors, heureusement, c'est une minorité, mais quand même, de voir ces jeunes qui auraient pu basculer dans toute autre chose, qui ont basculé dans cette horreur de l'islamisme radical, du djihadisme. Voilà, donc moi, vous savez, on peut faire tous les discours qu'on veut, on peut faire tous les états d'urgence qu'on veut. Si on n'arrive pas à changer la société, le terrorisme, il continuera d'exister. Je voudrais revenir sur un point sur lequel j'avais vraiment envie de discuter avec vous. Quand vous parlez de ces jeunes qui quittent les cités, alors là je m'adresse à vous parce qu'on a un point commun, c'est que tous les deux on a grandi en cité. J'ai connu des jeunes musulmans qui vivaient en cité, qui étaient très loin de toutes ces idées. Mais comment on peut expliquer, même si c'est encore une fois, il faut le rappeler, c'est important, une minorité, comment on peut expliquer ça? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être le délaissement des cités, qu'on a peut-être laissé les cités sans y prêter d'intérêt? Enfin, c'est une théorie qui revient. Vous savez, les premiers qui ont souffert des grands plans de licenciement, c'est quand même les travailleurs immigrés, que ce soit dans la sidérurgie, que ce soit dans les mines, que ce soit dans l'automobile, partout. Et parce que la classe ouvrière, elle est composée pour une très grande partie des travailleurs venus de tous les pays. Donc ils ont vu cette exploitation de leur père, ils ont vu tout ça, et puis pour eux, c'est encore plus bouché, quoi. Il n'y a même pas de boulot. Donc voilà, ils se sont... Alors, certains se tournent vers la drogue, vers les trafics, certains se tournent vers la petite délinquance, puis finissent même djihadistes pour certains, on a vu. Hein. Le problème, c'est la faiblesse aujourd'hui du mouvement ouvrier, des idées communistes révolutionnaires partout, dans les quartiers, dans les immeubles, dans les entreprises. On a tout à fait conscience, nous, de notre faiblesse par rapport à cette tâche énorme qu'il faudra accomplir, quoi, pour essayer que ces jeunes ils aient un autre espoir. C'est ça. Et d'abord, c'est vrai que 6 millions de chômeurs, une grande partie d'entre eux sont dans ces 6 millions de chômeurs. Hein. Malgré tout, malgré ça, malgré tous les problèmes qu'il y a en ce moment, vous venez de dire le mot espoir. Est-ce qu'on peut en avoir? Est-ce que vous avez quand même de l'espoir pour la suite? Oui, moi j'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que cette idée fausse que la classe ouvrière n'existe plus, moi je la bats en brèche tous les jours. Cette idée que la jeunesse se fiche de la politique, là aussi. Et je trouve que même si Nuit debout, on peut y voir des limites,
ça prouve aussi qu'il y a une partie de la jeunesse qui est pas organisée, qui cherche quelque chose. Est-ce qu'ils trouveront dans les gens qui leur diront des choses à nuit debout, ce qui viendront vers d'autres organisations, je ne sais pas. Mais la jeunesse, elle se pose plein de questions. Donc, à mon avis, l'espoir, il est là. Une dernière question, cette fois-ci plus personnelle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, personnellement, sans parler politique, pour la suite ? Écoutez, de tenir le plus longtemps possible, à peu près en forme, parce que bon, je ne me fais pas d'illusions. Et si je vous ai dit tout à l'heure, si on a préparé cette jeune génération et que je continue à militer avec eux pour qu'ils aillent aussi de l'avant, c'est bien parce que je sais que tout le monde disparaît un jour ou l'autre. Donc voilà, je me souhaite de durer. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus, c'était un vrai plaisir et puis bonne fête à vous. Oui, je crois qu'elle va être belle encore cette fête. Merci beaucoup.